Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Alors que toutes les forces vives de la nation France se rassemblent pour la bataille finale, alors que la libération approche et qu'ainsi s'accomplissent les Écritures, Hildegarde souhaiterait vous rappeler ce qu'est la France. Pour les plus jeunes, mais aussi les plus anciens, un rappel positif. Hildegarde, qu'est-ce que la France ? Alors tout d'abord, bonjour à tous nos auditeurs. Si on a voulu, NVV et moi, faire cette émission, c'est parce que on est parti du constat qu'on projette bien trop souvent sur la France nos propres désirs et nos propres fantasmes. Et la conception qu'on a de notre pays trahit bien souvent nos opinions politiques. Certains la font naître en 496, d'autres en 987, d'autres encore en 1789, gré de nos convictions religieuses ou partisanes. Certains aiment la voir comme la fille aînée de l'Église, la terre bénie et élue de Dieu, le nouvel Israël. D'autres, au contraire, la considèrent comme la patrie des droits de l'homme, du matérialisme philosophique, de la révolution et des luttes contre la verticalité. Au final, qui a raison ? Je pense un peu tout le monde, finalement. Et justement, on aimerait, durant cette émission, essayer de retrouver le fil d'Ariane entre toutes ces conceptions de la nation française et essayer d'en extraire la substantifique moelle, vraiment jeter un nouveau regard sur la France, son peuple et son identité. Parce que bien trop souvent, comme je l'ai dit, quel que soit notre bord politique, on voit de la France que ce qu'on voudrait y voir finalement. Et comme le disait Friedrich Schebour, on ne comprend rien à la France si on ne comprend pas que la Marseillaise continue la prière de Jeanne d'Arc. Oui, la France vient le mot France en tout cas vient des conquêtes franques. Il y a des mythes fondateurs, le vase de Soissons, qui est le passage entre l'Empire romain et la monarchie française. Tout à fait. Tout compte fait, le contingent franc était petit en nombre, était minuscule. C'était pas des migrants en quelque sorte, c'était minime, mais ils ont eu un rôle essentiel dans la constitution de la nation, de l'État-nation aussi aujourd'hui français. Est-ce qu'on pourrait dire que les Français sont un peuple européen, du coup, ou comment ça se passe, les Gaulois, les Français, l'Europe, comment tu agences cela ? Alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est une question qui est très rarement posée alors que on peut pas comprendre la France si on comprend pas quel peuple a façonné ce pays. Donc on doit comprendre qui est le peuple français avant de commencer à discourir sur la France en tant que telle. Et ça c'est quand même hallucinant et c'est une petite parenthèse de constater qu'on n'aborde jamais ou très rarement la réalité matérielle et biologique du peuple français. On commence jamais par là alors que c'est la base. Tous les discours autorisés ne font que tergiverser de manière éthérée sur l'esprit français sans jamais expliquer quel genre de peuple a pu produire cet esprit ou cette culture. Alors pour revenir du coup sur le peuple français, déjà nous, ce qu'on constate déjà pour commencer, c'est que les Français aujourd'hui ont plutôt tendance à rejeter l'assimilationnisme ou n'y croient plus. Et donc il faudrait, pour épouser cette dynamique-là, avoir une approche un petit peu plus ethno-différentialiste de la nation française. Pourquoi ? Tout simplement parce que en disant qu'on devient français par le sang versé, ce qui est pas entièrement faux. Il faut faire très attention à ça, surtout dans le contexte actuel. Il faut vraiment manier ce genre de propos de façon très cadrée. Parce que dans un contexte de grand remplacement, dire qu'on est français par le sang versé, c'est très compliqué parce que si vous dites que demain on importe 50 millions d'Africains qui versent leur sang pour la France... Ils le feront pas. Ils le feront pas. Les gens qui versent leur sang, c'est 100 personnes. Ils le feront pas, mais même théoriquement, il faut faire très attention. D'un point de vue théorique, il faut faire très attention quand on aborde ce genre de propos, surtout dans un contexte de grand remplacement. Donc, il faut dire que non, le peuple français a une réalité biologique. Ça se vérifie par deux raisons. La première objection qu'on peut avoir sur les Français n'ont pas de réalité biologique, c'est effectivement le français a bien évolué depuis l'Antiquité. On a eu des invasions romaines, on a eu des invasions franques, etc., etc. En fait, c'est pas vraiment le cas, notamment quand on regarde à la fois les haplogroupes, mais aussi les études démographiques comme celle de Jacques Dupaquier qui ont été menées. En fait, Jacques Dupaquier il explique très bien dans ses études, en réalité, le peuple français, ou en tout cas le peuple qui réside actuellement sur le territoire qu'on appelle France aujourd'hui. Jacques Dupaquier, anthropologue, démographe. Exactement, nous dit que la composition ethnique de ce peuple a très peu évolué depuis la Gaule celtique, donc c'est-à-dire la Gaule pré-romaine. C'est-à-dire que les contingents romains et les contingents
immigrants francs qui sont arrivés en France n'ont pas drastiquement changé la souche de la population présente jusqu'aux années 1970. Ils l'ont changé politiquement. C'est ça. Et pas biologiquement. C'est ça. Et c'est à partir des années 1970 qu'il y a eu une transformation très très poussée de la composition ethnique du peuple français. Mais de la Gaule pré-romaine jusqu'aux années 70, il n'y a pas eu de changement drastique de la composition ethnique du peuple français. On peut d'ailleurs remarquer que l'aplogroupe R1b est dominant en France, même si on peut avoir des disparités régionales. C'est quand même l'aplogroupe le plus dominant en France, et c'est un haplogroupe qu'on peut directement relier aux Celtes, puisque il est également dominant dans le nord de l'Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande. Deuxièmement, on nous dit souvent aussi que l'assimilationnisme, c'est une tradition française, et qu'au contraire, justement, on a une vision très rhénanienne de la nation, etc., etc. Alors, oui, mais c'est pas entièrement vrai. Et je ferai aussi remarquer que c'est pas parce que ça fait partie de notre tradition politique que républicaine. C'est la République, et la République n'est pas la France. Exactement. Et c'est pas parce que ça fait partie de notre tradition politique que on doit pas remettre en question ça. Pendant très longtemps, la laïcité, ça faisait pas vraiment partie de la tradition politique française. Je vous renvoie à la monarchie sacrée des Capétiens. On peut pas être ethno-différentialiste parce que c'est pas dans la tradition française. C'est faux. C'est très récent. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'auteurs, en particulier des auteurs comme Gobineau ou Drummond notamment, qui ont été de farouches opposants à l'assimilationnisme. Tu m'étonnes. Et il y a une grande partie des théories ethnodifférencialistes modernes qui sont d'origine française. Donc il y a aussi un courant philosophique et de pensée qui se positionne contre l'assimilationnisme. Contre cette crime, hein. Beaucoup considèrent, y compris des étrangers, que s'assimiler est un crime parce que ça revient à renier ses ancêtres, à renier son identité, sa culture, les générations. Tout à fait. Donc on n'est pas dans quelque chose de haineux vis-à-vis des étrangers. On n'est pas dans une position qui se veut xénophobe. On est dans une position qui consiste à dire que les peuples existent génétiquement, biologiquement, et que c'est beau et qu'il faut préserver la richesse du monde en faisant en sorte que ces populations puissent vivre comme elles l'entendent sur leur sol. C'est quelque chose de totalement naturel. Il n'y a absolument rien de haineux dans cette position qui se veut ethno-différentialiste. On a tendance à dire que le « on » c'est le pronom des lâches. Moi je dirais que c'est la population française qui le ressent de plus en plus. Hein. En fait, c'est structurel. C'est structurel, ouais, tout à fait. Et ce qu'on constate aussi à travers ces études scientifiques, ces études démographiques, c'est que nos ancêtres en fait ne sont pas les Gaulois. C'est pas tout à fait exact de dire ça. Les Français sont des Gaulois qui ont changé de nom, au gré justement des invasions franques notamment. On est encore des Gaulois aujourd'hui, génétiquement parlant. Ça se vérifie, comme je vous l'ai dit, en regardant les haplogroupes. Encore une fois, les Français sont bien plus proches génétiquement des Britanniques ou des Irlandais que des Italiens, par exemple. Parce que peut-être que les Italiens n'ont pas toujours été comme ça, d'ailleurs. Enfin, oui. Peu importe. Exactement, parce que les Italiens, surtout du Sud, ont subi de grosses migrations de la part de l'Afrique du Nord, effectivement. Mais voilà, malgré des disparités régionales, on constate, enfin les scientifiques le constatent, et ce qu'on peut dire en fait en conclusion de ça, c'est que les Français sont un peuple qui existe génétiquement parlant, qui est très ancien parce qu'il descend des Celtes, qui est un infragroupe des Indo-Européens. Donc on ne peut pas raisonnablement soutenir que les Français sont un peuple abstrait qui s'agrège autour de valeurs partagées. Donc la France est une idée, oui. Oui, voilà, par plus ou moins tout l'Occident, ou comme le dirait Natacha Polony par exemple, que c'est un corpus de valeurs. C'est bien plus que ça, et ça a une réalité matérielle, et donc on a toute légitimité, les Français ont toute légitimité à vouloir exister et à vouloir se perpétuer de la façon dont ils le souhaitent. Alors très bien, il y a un socle biologique, il y a aussi un socle culturel, civilisationnel, qui nous vient des Grecs. La Grèce qui pour moi, c'est quelque chose qui m'obsède de me dire mais comment les Grecs ont-ils pu disparaître alors qu'ils avaient un degré de civilisation qui, je pense, n'a jamais été égalé. Je le pense vraiment, je vais vous donner quelques exemples. Je pense à l'histoire de Hyacinthe.
Apollon aimait Hyacinthe. C'était un très bel homme. Et un autre dieu, je ne sais plus le nom, était jaloux de Hyacinthe. Et un jour, lorsque Apollon lança son disque dans le ciel, ce dieu jaloux faisa dévier le disque d'Apollon dans la tête de Hyacinthe. Hyacinthe tomba au sol et du sang qui coula de son crâne naissa la jacinthe. C'est-à-dire que les Grecs étaient tellement civilisés, tellement évolués, que leur langage évoluait avec leur mythologie. Pour moi, c'est un degré de civilisation exceptionnel. D'arriver à mélanger l'art, la poésie, le langage, la spiritualité, la religion et la mythologie dans un tout, pour faire évoluer et les sciences en même temps, jamais on a atteint ce niveau. Ensuite, ça a été repris effectivement par les Romains et c'est passé en France, en Europe, par l'Église et par la monnaie, enfin tout un faisceau de réseaux, des routes, etc. Les Grecs, je pense à Sappho. Je suis désolé, j'aime beaucoup la poésie. J'ai du Victor Hugo, j'ai un peu de tout chez moi, du Verlaine. Mais Sappho, c'est pareil, aucun Français ne l'a égalé. Alors pour la petite histoire, Sappho était sur l'île de Lesbos. Et elle était donc lesbienne, le mot lesbien vient de là. Et ces poésies, parfois je suis obligé de fermer le livre, tellement que c'est fort. Et donc je voudrais juste vous en faire un petit extrait. Donc qu'est-ce qu'écrit Sappho ? Ma belle enfant, l'or des fleurs se reflète en son corps. Cléis, objet chéri, je t'ai parlé en songe. Déesse, fille de Chypre, j'ai un aveu à te dire. Me retient pourtant la pudeur. Tu avais désir des vraies richesses et du beau, et si ta langue ne remuait à dire mauvais ramage, pudeur ne voilerait pas tes regards. Tiens-toi debout et laisse dans tes yeux se répandre l'éclat. Ça a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. Tout est comme ça. Tout est comme ça chez les Grecs. Pareil, Platon, Aristote. C'est quand même, entre Bernard-Henri Lévy et Aristote, il y a quand même un gap gigantesque. Et donc, je pense aussi à Rome, qui nous a transmis le flambeau. Je pense à Ovide, en particulier, qui, voyant la civilisation grecque s'écrouler, trouva le moyen de passer les dieux grecs aux dieux romains, à Rome. Et ce fut par la poésie, par le beau. C'est par le beau que la civilisation grecque a subsisté à travers Rome. Alors, aurions-nous aujourd'hui besoin d'un nouvel Ovide ? Moi, je le pense, plus qu'autre chose. Mais voilà, donc l'héritage de l'Antiquité, Hildegarde. Oui, dans cette émission, nous allons nous attarder un petit peu plus sur l'héritage de l'Antiquité, en tout cas un petit peu plus que dans les définitions traditionnelles qu'on peut faire de la France de manière commune. Et donc, justement, éviter de commencer directement avec Clovis, parce que finalement, les racines de la France puissent bien plus loin que les premiers Francs. Déjà parce qu'on en entend suffisamment parler, encore une fois, donc ça sert à rien de vous dire ce que vous savez déjà. Donc, nous pencher sur la culture antique, et en particulier sur la culture celte, qui est très oubliée, des premiers Gaulois plutôt que de nos ancêtres les Gaulois, puisque nous sommes encore aujourd'hui des Gaulois. Ça va permettre justement de donner un différent éclairage à l'appréhension de la culture française telle qu'elle s'est constituée à partir du Moyen-Âge. Parce qu'en effet, si on est des Gaulois, comme le révèlent les études génétiques les plus récentes, on a le devoir d'étudier plus précisément qui ils étaient afin d'évaluer l'impact qu'ils ont laissé sur la culture française moderne. Déjà, premièrement, on pourrait se poser la question sur qui étaient les premiers Gaulois, parce que c'est vrai que, en fait, on partage beaucoup de traits en commun avec eux, de par les descriptions qui nous sont parvenues, notamment des Romains, donc, même si c'est à prendre avec des pincettes, effectivement, puisque seuls eux écrivaient. Les Gaulois, comme tous les peuples du nord de la Méditerranée, étaient de la culture de l'oral et non de l'écrit. On peut reconnaître des traits caractéristiques de la race française,
tant culturellement que physiquement. Les Gaulois étaient de bons vivants, déjà à l'époque, qui raffolaient du vin et de la bonne chair, mais surtout de la bière, qui restait la boisson traditionnelle du peuple gaulois. Ils sont également prompts à guerroyer, querelleurs, au physique bien bâti, avec des chevelures flamboyantes et un teint clair qui contrastait un petit peu avec le physique des Romains. On sait aussi que les Gaulois n'étaient pas une nation au sens moderne du terme, mais un ensemble de tribus, avec chacun un chef, mais dont l'organisation était complètement décentralisée. Et les Gaulois étaient un peuple bien plus raffiné qu'on le croit. Ce n'était pas la honte de la nature, comme le prétendait Voltaire. Les Gaulois étaient de fins artisans, des paysans, des éleveurs, ainsi que des ingénieurs compétents. Parce que c'est eux qui ont inventé la charrue, le tonneau, et ils étaient de fins connaisseurs en matière d'exploitation et d'extraction de minerais. En termes de raffinement, je m'y oppose, puisque les Gaulois, pas tous, mais on le sait, s'enduisaient le visage de beurre rance, parce qu'ils aimaient aussi que ça pue, etc. Donc je suis pas très sûr qu'en termes de raffinement civilisationnel, les Gaulois étaient si poussés que ça. Alors je me permets de m'opposer à ça, puisque effectivement les témoignages dont on a, notamment qui relatent ce genre de faits, viennent des Romains, qui étaient, on le sait, très anti-gaulois. Pourquoi ? Parce que c'était des grands guerriers également. En 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois menés par Brennos ont mis à sac Rome et ont effectué plusieurs raids en Italie pendant très longtemps. Et ils ont été les seuls peuple de l'Antiquité, le seul peuple de l'Antiquité à y parvenir, ce qui terrorisait les Romains. Les Gaulois terrorisaient les Romains et ça, très très peu de Français le savent, d'où le fait qu'il y avait une propagande assez monstrueuse de la part des Romains contre les Gaulois. Et on le sait également que les Gaulois maîtrisaient l'art des lettres et l'art oratoire. On dénomme beaucoup de poètes d'origine gauloise comme Attacinus et sous Auguste, les plus brillants avocats de Rome étaient en fait originaires de Gaule. Donc il faut un petit peu sortir de ce côté, les Gaulois de gros rustres qui ont tout reçu de Rome, c'est faux. Ils vivaient pas dans des palais en marbre. Enfin, je veux dire, il y a quand même un gap entre une petite hutte au fin fond de la forêt. Ça encore, c'est du gros cliché. Les Gaulois ont fortifié les villes. Et le Panthéon romain, moi je suis désolé. Il y a quand même, enfin, visuellement. C'est les Grecs, c'est pas les Romains. Oui, mais justement, les Romains ont continué. Peut-être qu'ils l'ont pas fait évoluer, on en pense qu'on veut, mais quand même ont continué la civilisation grecque. Et pas la civilisation gauloise, c'est pas pour rien. Il y a quand même un gap immense entre les deux. Immense. Non, les Gaulois ne sont pas des petits paysans qui chassaient le sanglier au fin fond de la forêt. C'était pas ça. Encore une fois, c'est une vision tronquée qu'on a de la part des Romains, parce que les Romains ont été les seuls à écrire, puisque les Gaulois étaient, comme je te l'ai dit, comme tous les peuples du nord de la Méditerranée, n'écrivaient pas. Ils étaient de la culture de l'oral, donc on a très peu de traces. On a des traces archéologiques qui prouvent que les Gaulois fortifiaient leur ville. Et si on a gardé les temples romains, c'est parce que ce sont les Romains qui ont dominé à un moment donné. Donc forcément, on a plus gardé les traces de leur palais à eux plutôt que des villes gauloises. Oui, mais on a le droit de légitimement trouver que les Romains avaient quand même... Certes, mais on peut pas dire que les Gaulois sont inférieurs aux Romains sur ces plans-là. C'est très ethnomasochiste en plus. On glorifie l'étranger. On glorifie l'étranger, on vomit nos ancêtres. Je crois pas. Je pense que nos ancêtres sont autant les Grecs que les Romains, que les Gaulois. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Il doit être réalisé selon les vœux de Marc Aurèle. Après, les Romains ont été quand même de grands destructeurs de la culture gauloise avant d'être des grands bâtisseurs. Donc il faut un petit peu pondérer l'impact qu'a eu Rome sur la culture française. Et j'aimerais pour ça vous dire deux choses, notamment peut-être de regarder aussi l'impact de la culture gauloise sur la culture française moderne, qui est discrète mais qui est omniprésente et largement sous-estimée, à commencer dans la toponymie. Par exemple, des très grandes villes comme Lyon vient de Lugh, qui était le principal dieu celte. Les villes en brigue, qui veut dire hauteur, sont assez présentes en France aussi. Puis les villes avec Nant, qui veut dire rivière, comme dans Nancy. C'est du folklore. De même, et d'un point de vue civilisationnel, la légendaire politesse française, et notamment la politesse de cour, sont issues en grande partie de l'esprit gaulois. D'ailleurs, galanterie serait issue du même mot qui a donné gaulois, à savoir Gaël. Et les Romains nous considéraient d'ailleurs comme le peuple barbare le plus poli.
Donc la galanterie, c'est vraiment cet esprit gaulois qui a fait de la cour française la plus raffinée et la plus polie du monde. C'est ce qui a donné naissance au fameux amour courtois au Moyen-Âge. Donc la politesse, la bienséance et l'art de recevoir à la française n'a donc rien de latin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une façon de voir tout à fait celtique qui nous a été transmise par les Gaulois. Et la France n'est pas qu'un pays latin. Je ne dis pas que ce n'est pas un pays latin, ça l'est, ça fait partie d'une des composantes de la culture française. Mais quand De Gaulle dit que les Français sont un peuple de race blanche, de culture gréco-romaine et de religion chrétienne, il a partiellement raison. Il n'y a pas que ça. C'est pas une description fausse mais incomplète. Génétiquement, on l'a vu, les Français ne sont pas des latins. Les Français sont un peuple de souche celte, avec des ramifications d'ailleurs qui sont plus germaniques, franques et scandinaves notamment, que romaines. La présence romaine en Gaule, comme on l'a dit, c'est limité à quelques milliers d'individus, sur plus de 5 millions de Gaulois. Ils étaient essentiellement dévolus notamment à des postes administratifs. Donc parler de gallo-romain, c'est un abus de langage. Je suis pas sûr, quand on voit les bustes romains, ils avaient quand même semble-t-il, des faciès qui sont très différents de ceux qu'on voit aujourd'hui en Italie. Oh, ça dépend, quand on va en Italie du Nord, non. Oui, en Italie du Nord, ils sont celtes. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas exactement le même haplogroupe. Ça, on peut regarder sur ouais, mais non, ça a changé justement. D'abord, rien que le mot gaulois, c'est un mot romain. Oui, je sais, c'est celte. Ça veut dire celte. Voilà, donc oui, déjà rien que ça. Oui, non, mais les gallo-romains, c'est un abus de langage. Tu peux pas dire qu'il y a eu un gros brassage de population entre les Gaulois et les Romains, c'est faux. Ah non, bien sûr que non. C'est ce que je dis. C'est entièrement faux. Oui, mais on peut dire gallo-romain quand même. C'est un abus de langage. La constitution du droit, de tout. Il n'y aurait pas eu les rois s'il n'y avait pas eu Rome. Tout est basé. Non, c'est faux. C'est faux. Je vais y venir après. Tu vas voir. C'est faux. Le droit canonique, c'est du droit romain, etc. Oui, mais le droit canonique, mais le droit légal, le droit, j'allais dire profane, c'est germanique. Jusqu'à la Révolution française. C'est le droit coutumier. Je vais y venir. Donc parler de gallo-romain, en tout cas d'un point de vue génétique, c'est un abus de langage parce que cette expression sous-entend qu'il y a eu un brassage global entre les deux populations, ce qui est faux d'un point de vue historique et génétique. On parle le français. Justement, je vais y venir, mais il y a eu il n'y a pas eu de brassage. Mais quand on dit gallo-romain, on ne parle pas de population. Oui, mais le problème, c'est que ça sous-entend ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on descend des Romains en tant que des Gaulois, ce qui est faux. Mais ils sont débiles. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut justement combattre. Il n'y a pas d'église et tout sans Rome. Mais je m'en fous là, je parle pas de l'église, je parle de la France. Vas-y. Idem pour les Francs, la germanisation a été limitée d'un point de vue génétique. Les Francs, ils ont surtout donné naissance à la classe dirigeante, mais la souche de base de la population est restée celte. Donc voilà, après on peut par contre parler de colonisation germanique par les Scandinaves, les fameux Vikings, même si ce terme est impropre, en Normandie. Donc là en fait on a la surprise de constater que le sang germanique en France il est plus scandinave que franc finalement. Deuxièmement, on dit, d'un point de vue culturel, on dit souvent ok, les Français sont pas génétiquement des Latins, mais d'un point de vue culturel, la France c'est un pays latin depuis la conquête de la Gaule par César. Alors c'est vrai, cette vision des choses est vraie, mais c'est quand même un petit peu à nuancer. La culture française est en partie latine, peut-être plus que d'autres cultures européennes, comme les cultures scandinaves par exemple, mais elle n'est pas que
latine et elle l'est moins que d'autres cultures européennes justement, notamment la culture italienne. La culture française, elle est aussi celte et elle est aussi germanique et beaucoup plus qu'on le croit. On hérite aussi, comme je viens de vous le dire, en partie de la culture celte qui était tenue par les druides, qui étaient loin d'être des vieux fous, puisque en fait les Romains ont voulu détruire symboliquement ce qui s'opposait à leur pouvoir et dont les druides étaient les principaux représentants. On en a fait des barbares incultes alors que c'était des personnages très cultivés, des philosophes et qui disposaient de larges connaissances dans le domaine spirituel, artistique et scientifique. C'est des palabreurs. Comme le montre très bien Jean-Louis Bruno dans son livre Les Druides, que je vous recommande chaudement. Et c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit des gens quand on parle de l'influence des Romains sur la culture française, c'est la langue et le droit. Alors la langue, premièrement, ça c'est peut-être le critère qui fait que la France est communément considérée comme de culture latine, mais il y a de multiples contre-exemples à ça, et au fait de considérer que la langue fait automatiquement la culture. Les Irlandais, les Écossais, ils parlent, et malheureusement de plus en plus au détriment du gaélique, une langue germanique, à savoir l'anglais, mais ça fait pas pour autant d'eux des Germains. Idem pour les Alsaciens qui parlent français, mais qui héritent une bonne partie de leur culture et de leur mode de vie des Allemands de l'Ouest, et en particulier des Badois. Idem en Flandre, en Bretagne, où la culture latine, enfin l'impact de la culture latine est plus limité que dans d'autres zones de la France. Donc déjà, c'est pas homogène, enfin l'impact de la culture romaine et latine en France n'est pas homogène. Pour en revenir à nos moutons, oui, le français est une langue romane, ça c'est indubitable, mais qui est quand même très très germanisée et même celtisée. La linguiste Henriette Walter parlait d'ailleurs du français comme la plus germanique des langues romanes. Il y a un substrat celte, donc c'est-à-dire ce qui précède la langue qui est assez fort, qu'on retrouve notamment dans la manière de prononcer certains mots, comme les voyelles nasales qui nous viennent directement des Gaulois, et un superstrat germanique, donc c'est-à-dire l'apport linguistique ultérieur à la formation d'une langue qui est extrêmement prégnant et qui s'explique par la domination de Paris et donc de l'élite franque sur les différentes langues d'oïl, plus et ensuite de toutes les sortes de langues qu'on pouvait rencontrer sur le territoire français, dont les langues d'oc, l'occitan, le franco-provençal, etc. Donc le français est très différent des autres langues romanes, et ça les étrangers non francophones et en particulier les locuteurs des autres langues romanes le voient d'ailleurs tout de suite, surtout en ce qui concerne la prononciation. Donc c'est là où l'apport germanique est le plus prégnant, notamment la manière de prononcer les R de manière gutturale qu'on a en commun avec les Allemands par exemple, ou encore les sons comme U, qui sont inexistants dans les autres langues romanes, qui nous viennent directement des Francs, mais aussi dans le vocabulaire. Tous les jours, vous parlez la langue de Clovis et de Charlemagne sans vous en rendre compte. Attraper, blanc, bleu, déchiré, éplé, falaise, fauteuil, gagner, panne, salle, tout ça, ce sont des mots issus du vieux français qui se limitent pas que au vocabulaire militaire. Et même dans la construction des phrases, on place souvent l'adjectif avant le nom qui le qualifie en français, ce qui est une tournure typiquement germanique. On va dire une belle et grande maison et non une maison grande et belle, par exemple, ou encore par le fait que même qu'il est obligatoire en français d'indiquer le sujet du verbe, ce qui est superflu dans toutes les autres langues romanes, mais qui est obligatoire dans la syntaxe des langues germaniques. Donc la langue française, elle est finalement elle est à l'image de notre culture, incomplètement latine, et encore fière de ses racines celtes et de ses apports germaniques. Deuxième chose, il y a aussi le droit. Alors ça, on dit souvent, la France hérite du droit romain. C'est à relativiser, puisqu'en fait, la France a longtemps été influencée par le droit coutumier germanique, contrairement au Saint-Empire. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif, et je vous invite à lire Pour en finir avec le Moyen-Âge de Régine Pernoud, si vous voulez approfondir ces notions-là. En fait, c'est le Saint-Empire romain germanique qui a plus, au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, hérité du droit romain, puisque c'était eux qui avaient récupéré l'Imperium Romanum. La dignité impériale de l'Empire romain a été récupérée par les Allemands et non par les Français au démarrage. Donc les Français ont été bien plus... le droit français a été plus soumis que le droit allemand au Moyen-Âge par le droit coutumier germanique qui reposait beaucoup sur la culture de l'oral, encore une fois. Et quand Louis XIV, par exemple, a conquis l'Alsace et les Flandres, il leur a dit « je respecte vos privilèges », c'est-à-dire vos droits propres. Et ça, c'est quelque chose... Là, il se comporte en roi germanique quand il fait ça. Il ne se comporte pas en roi romain. Et justement, le fait de rompre avec ça, c'est la Révolution française qui a entraîné cette rupture avec le droit coutumier germanique qu'elle considérait comme inégalitaire. Elle a voulu annuler avec le principe de la République une et indivisible d'inspiration romaine ces droits coutumiers germaniques, ces fameux privilèges qu'on considérait comme inégalitaires et donc comme contre la modernité et contre la nation. Attends, tu nous dis que finalement le jacobinisme vient de Rome. T'es en train de nous dire que finalement le communisme c'est Rome. Je suis pas si sûr que ça. Le communisme n'est pas de Rome, attention. Mais par contre, cette volonté de centraliser, de vouloir imposer les mêmes lois partout, nous vient de Rome, effectivement. Napoléon a été un grand admirateur de Rome et c'est lui qui a réintroduit justement le droit romain via le code civil. Oui, effectivement, l'ordre, la puissance et la gloire. Tout à fait.
qui sont des vertus romaines qu'on a redécouvertes il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et pendant très longtemps, le droit français a été sous influence germanique plus que romaine. Ça ne veut pas dire que le droit romain était inexistant. Le droit de l'Église, notamment le droit canon, nous vient de Rome. Oui. Mais dans la vie quotidienne, la loi n'était pas la même partout. Par exemple, en France, on avait des unités de mesure qui n'étaient pas les mêmes. Et toute cette pluralité-là nous vient plus du droit germanique, de la coutume germanique que de la coutume romaine. Et si vous voulez approfondir ça, je vous renvoie encore une fois à Régine Pernoud et à son livre Pour en finir avec le Moyen-Âge. Et enfin, on a aussi l'art et la philosophie. On dit souvent qu'on hérite des Romains d'un point de vue culturel et philosophique. C'est vrai, mais on hérite plus des Grecs via les Romains, puisque vous m'excusez de la référence, mais comme dirait le roi Arthur dans Camelot, ce qu'il y a de grand chez les Romains vient en réalité des Grecs. Donc en matière de philosophie et même d'architecture, on est plus héritier des Grecs finalement. Et même de religion. Via Rome, oui. Même de religion, c'est là où je m'oppose au judéo-christianisme finalement, puisque le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et en fin de compte, pour moi, le christianisme est la plus grande religion grecque. Tout à fait, c'est la philosophie grecque qui explique le mieux le dogme chrétien. Et enfin, il y a aussi une autre chose qu'on ne sait pas trop. La culture française se distingue aussi des autres cultures latines, notamment en matière d'architecture. J'aimerais notamment aborder la question de la Renaissance et de l'art gothique. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient l'art gothique, le terme gothique. En fait, le terme gothique, c'est un terme dépréciatif à l'origine qui a été donné par les personnes qui ont fait partie de la Renaissance florentine, qui était donné à l'art barbare. Ça voulait dire art barbare dans l'esprit des Florentins de la fin du XVe siècle. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait au-dessus des Alpes, c'était anti-romain. Donc ce n'était pas romain, donc c'était forcément inférieur. C'était les Goths, les Ostrogoths, etc. Exactement. Donc en fait, gothique, ça vient des peuples barbares. On assimile en fait l'art gothique, donc la cathédrale de Notre-Dame de Paris, etc. On considère ça comme inférieur à la culture romaine, puisque la culture romaine devait être dans l'esprit de ces Italiens. Des Italiens de l'époque, qui n'étaient plus des Romains. Des alphas, ça devait être l'alpha et l'oméga de la culture avec un grand C. Et donc on rejetait l'opprobre sur toute la culture, sur toute l'architecture qui se faisait au-dessus des Alpes. On appelait ça l'art barbare, l'art gothique, du coup, du nom, comme tu l'as dit, des Goths, des Ostrogoths, donc de toutes les tribus germaniques du début du Moyen-Âge. Alors que, je me permets quand même de rappeler une chose, construire la cathédrale Notre-Dame de Paris est techniquement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que de construire le dôme de Florence. Donc, en fait, les latins de l'époque de l'Italie se sont beaucoup opposés à ça, à l'art gothique, alors qu'en fait, on devrait rappeler ça l'art franc. On appelait ça d'ailleurs à l'époque, au Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVe siècle, on appelait toutes les réalisations de l'architecture gothique, qu'elles soient en France ou en Allemagne ou dans le nord de l'Angleterre, par exemple, on appelait ça art franc, operum francorum. On appelait ça l'art franc, donc l'art français. Donc on ne devrait pas appeler l'art gothique, on devrait l'appeler l'art français, si on devait être plus mélioratif envers l'art gothique et lui rendre les honneurs, puisque l'art gothique est né en Île-de-France, je vous le rappelle, avec la cathédrale de Saint-Denis.
Il y a quand même eu un gothique assez tardif. Je pense au gothique flamboyant qu'on retrouve en Espagne. Qu'est-ce que le christianisme pour la France ? Déjà, c'est important, je pense, de spécifier ce qu'est le christianisme tout court et ce qu'il n'est pas. Ce qu'est le christianisme, c'est la révélation donnée par le Fils de Dieu lui-même aux hommes que ceux-ci ont été sauvés par son sacrifice, par le sacrifice de la croix. Comme on l'avait dit sur l'émission sur le paganisme, le christianisme, c'est la seule religion véritablement universelle parce que c'est la seule à être débarrassée de tout substrat culturel. C'est ce qu'on lui reproche aussi, hein ? C'est aussi ce qu'on lui reproche, mais les paganismes, l'islam et le judaïsme sont empreints de part en part par leur culture, ce qui n'est pas le cas du christianisme qui justement épouse avec aisance en fait n'importe quelle culture avec laquelle il entre en contact. C'est ce qu'on appelle le principe d'inculturation, qui se voit notamment dans la diversité des rites de l'Église. On a le rite romain, le rite byzantin russe, le rite éthiopien, et tout ça en fait nous prouve que le christianisme arrive à épouser les cultures avec lesquelles ils rentrent en contact. On retrouve rien de tel dans l'islam ou le judaïsme, où toutes les prières se font en arabe ou en hébreu, ce qui altère leur caractère universel, quoi que peuvent en dire les adeptes respectifs de ces deux religions. Donc le christianisme tolère et même fait sien tout ce qui, dans une culture, n'entre pas en contradiction avec la vérité que porte le christianisme. Par exemple, les svastikas indo-européennes ont été intégrées à l'ornementation de diverses églises en Europe. Les Japonais se déchaussent aussi en entrant dans une église, comme ils le feraient dans un temple shintoïste, par exemple, en signe de respect. L'antique felt celtique de sa main a été reprise pour la Toussaint, etc., etc. Donc en fait, ce qui n'est pas le christianisme, c'est une morale. C'est l'adhésion totale de l'âme, de l'intelligence et du cœur à un message, à un témoignage qui est celui de la rédemption du genre humain par la croix. Et de là découlent des actions et des attitudes justes et injustes, les vertus et les vices, les bonnes actions et les péchés, mais on peut être parfaitement vertueux sans être chrétien, donc ce qui prouve que la vie morale, ce n'est pas la même chose que la vie chrétienne. Qui découle des vertus grecques, hein, au départ. Les vertus cardinales sont grecques. Les vertus cardinales sont grecques, effectivement. Donc, ce qui prouve que le christianisme a aussi pu, encore une fois, intégrer des éléments culturels fondamentaux, des cultures avec lesquelles il entrait en contact. D'ailleurs, chez les Grecs, la plus grande vertu, c'était la tempérance. Tout à fait. Et c'est le cas aussi pour saint Thomas, ouais. Tout à fait. Et surtout, le christianisme, c'est une orthodoxie et non une orthopraxie. Contrairement là encore aux différents paganismes, à l'islam ou au judaïsme, le christianisme n'est pas une religion de type rituel. Donc, ce qui explique aussi le fait que le christianisme parvient à sauvegarder les cultures de base sur lesquelles il va s'enraciner. Et au contraire, l'orthopraxie de l'islam et du judaïsme insiste plus sur la réalisation de différents rituels et sur le respect de différents codes socio-culturels. Par exemple, les interdits alimentaires, les rapports hommes-femmes, position aussi même pendant les prières. Et on retrouve rien de ça dans le christianisme, qui est une orthodoxie et qui se caractérise justement par l'adhésion de la personne à un dogme, que ce soit le dogme de la Sainte Trinité, de l'incarnation, de l'Assomption de la Sainte Vierge, etc. Et justement, l'orthodoxie permet au christianisme de s'enraciner dans une culture sans avoir besoin de la détruire, contrairement à l'islam ou au judaïsme qui ont besoin de modeler la société selon leurs codes sociaux qui sont propres pour parvenir à s'imposer. La meilleure preuve de ça se situe du côté de l'Afrique du Nord. Le christianisme a totalement épousé la culture berbère ou copte en Égypte, qui est issue des anciens pharaons. Et lorsque l'islam est arrivé, ça s'est soldé par une arabisation de l'Afrique du Nord, à tel point que les Maghrébins souffrent aujourd'hui du même mal que les Français. Ils croient être des personnes qu'ils ne sont pas, des Arabes alors qu'ils sont des Berbères, et des Latins alors qu'ils sont des Celtes pour les Français. Et deuxièmement, on peut dire aussi que le christianisme, du coup, peut se fondre dans n'importe quelle culture. Et ça a tout spécialement réussi en Gaule pour plusieurs raisons. Mais la principale est que beaucoup, y compris parmi les gens les plus cultivés, ignorent. C'est que, en fait, avant que la France soit la fille aînée de l'Église, la Gaule l'était déjà. Bien avant l'incarnation de notre Seigneur, les Gaulois, et en particulier les druides, qui étaient loin d'être de vieux fous, croyaient à l'arrivée d'un enfant divin qui serait né d'une jeune fille vierge. C'était un oracle et une prophétie qui était très présente en Gaule pendant des siècles qui précédaient l'arrivée du Christ. Et les druides ont fait construire plusieurs autels dans des lieux énergétiques et spirituels qui étaient très puissants, où il était indiqué à la Vierge qui doit enfanter. Et c'est pourquoi le christianisme s'est diffusé aussi rapidement en Gaule et beaucoup plus facilement qu'à Rome au départ. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi la France est le berceau de la dévotion mariale. C'est parce qu'on avait déjà une dévotion mariale à la Sainte Vierge sans s'en rendre compte, puisque les Gaulois étaient vraiment prédisposés de par leur mythe à recevoir le message chrétien. Et c'est aussi pourquoi je pense il faut tenir, si vous êtes catholique et ou français, la culture et la mythologie druidique et gauloise en haute estime, puisque ça a vraiment fait le lit du christianisme. Vous attendez un messie qui devait venir d'une vierge. Exactement.
De même, la structure du monachisme occidental s'inspire en partie du mode de vie des druides, qui étaient à la fois des fins connaisseurs en matière de sciences sacrées et profanes, comme le seront plus tard les moines bénédictins, qui vont garder aussi tous les écrits grecs, notamment ceux d'Aristote. Et cette continuité entre culture celte et gauloise et religion chrétienne se matérialise concrètement dans l'emplacement des plus grandes cathédrales de France, qui se construisaient autour de centres spirituels très importants pour les druides. Par exemple, à Notre-Dame de Chartres, on a découvert un puits druidique à l'intérieur de la cathédrale, ce qui est encore une preuve que le christianisme respecte les cultures et ne détruit pas ce qui le précède. Et ce puits druidique est d'ailleurs un des emplacements de nombreux hôtels qui ont été bâtis en Gaule justement pour la fameuse Vierge qui devait enfanter. Et le roi Charles VII écrivait en 1432, juste après avoir reconquis Orléans, il avait dit « L'église de Chartres est la plus ancienne de notre royaume, fondée par prophétie en l'honneur de la glorieuse Vierge Mère, avant l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, et en laquelle la glorieuse Vierge est adorée en son vivant. » Donc voilà, ce qui prouve qu'il y avait déjà, encore une fois, cette dévotion mariale avant même que le christianisme ait foulé la terre de France et la Gaule. Et enfin, ce qu'on peut dire aussi et surtout, c'est que le christianisme et le baptême des Francs initié par Clovis a été le facteur qui a permis justement de synthétiser tous les éléments disparates qui composaient la culture en Gaule à cette époque, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Le christianisme, justement, a permis de rassembler la noblesse guerrière franque et les laborès gaulois et celtes en un vaste royaume cohérent. Et donc, du coup, le christianisme a vraiment été le ciment de ces peuplades et de ces cultures qui parfois s'entrechoquaient. Et il a gardé le meilleur de chaque apport culturel en faisant le tri entre ce qui devait être sauvegardé et ce qui devait être mis de côté. Le christianisme a notamment retenu le modèle organisationnel et social des Germains, qui était fondé autour du lien entre le chef et sa terre, ce qui donnera plus tard naissance à la féodalité, et au contraire a rejeté le modèle centralisateur à la romaine pour l'organisation politique. Et de même, le christianisme a aussi préféré le modèle celte et germanique de la femme comme être libre et responsable au modèle méditerranéen, notamment porté par les Romains, les Grecs et les Juifs, d'une femme qui est éternellement mineure sous la coupe de son père ou de son mari. Enfin, sur le modèle politique, ça dépend des époques. Il y a quand même eu des variations, ça a toujours finalement oscillé entre centralisation, décentralisation, centralisation, décentralisation. C'est pas non plus linéaire. C'est pas non plus linéaire, mais il y a quand même une constante qui est, justement, il y aurait pas eu de noblesse comme il y en a eu en France et en Angleterre s'il n'y avait pas eu cette importance donnée à la féodalité, donnée au pouvoir local. Même si effectivement il y a eu de grosses luttes intestines entre le pouvoir central. Il essayait déjà, oui voilà. Exactement. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça, ça on est d'accord. Mais comme il y avait ça aussi dans la pensée germanique, mais c'est vrai que la pensée germanique a beaucoup influencé la manière dont on avait d'organiser le pouvoir politique avec des relais très puissants qui étaient présents en région. Donc le christianisme a vraiment été le grand organisateur de la culture gauloise au début du Moyen-Âge, après le marasme justement causé par la chute de l'Empire romain. Donc on peut pas développer en fait une réflexion honnête sur la France sans s'attarder aussi sur ce qu'est le christianisme et sur l'empreinte fondamentale que cette religion a laissée sur la culture française. Et donc dire que la France est chrétienne, c'est pas dire que tous les Français qui ne sont pas chrétiens ne sont pas des Français. Ça reviendrait à dire que tous les chrétiens sont des Français, ce qui est confondre l'ordre de la nature avec celui de la grâce. Mais il n'y a pas un aspect de notre culture qui n'a pas été rehaussé avec soin par le christianisme. Et à tous ceux qui disent que la France s'est aussi construite récemment contre l'Église, c'est vrai, mais la France est même chrétienne dans son opposition au christianisme. Parce que sont les valeurs finalement de liberté, d'égalité, de fraternité, si c'est pas des valeurs chrétiennes détournées de leur objet? Donc ces valeurs n'auraient pas pu surgir tout seul d'un cerveau musulman, par exemple. Et quand elles surgissent d'un cerveau musulman, comme on le voit par exemple en Iran en ce moment, c'est parce que les idées occidentales circulent plus vite et dominent le monde actuellement, tout simplement. Moi, je pense que les rois, ils ont voulu refaire Rome. C'est pour ça que les rois ont été créés. C'est parce qu'on leur a expliqué ce que c'était que Rome. Et Clovis, c'est ça. C'est un mec qui a voulu se prendre pour un empereur romain. C'est tout. Ah oui, je sais. Voilà.
bien, mais beaucoup parlé, un petit peu débattu. Mais c'est quoi la France? C'est quoi? J'aurais tendance à penser que c'est un sillon, que c'est une vocation, même si il y a une base civilisationnelle, culturelle, ethnique, philosophique, spirituelle, mythologique. La France, et moi je pense que c'est aussi pour ça qu'on lui en veut, a su porter aussi cet universalisme dans le monde. Alors après, ça finit par être dévoyé, effectivement, avec la Révolution française. Et avec le colonialisme. Et encore plus avec le règne de la marchandise. Mais voilà, pour moi, la France, c'est un sillon. Ce qui compte le plus, c'est, pour donner une image, c'est le relais. Je reviens aux Grecs, à la flamme olympique. Voilà. C'est de passer la flamme, c'est de passer le flambeau et de le porter le plus loin possible. Chaque génération a comme devoir de porter le plus loin possible cette flamme. Donc voilà, transmettre, continuer. En fait, tout simplement, et puis on peut revenir aussi sur le droit, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit d'exister. Je crois que c'est dans la Charte des Nations Unies. Donc voilà, pour moi, la France, c'est une continuité historique. La France est née en tant que telle au pied de la croix, mais elle a su aussi naître dans la Grèce antique. Oui, en fait, je pense qu'on peut répondre à la question de départ, à savoir ce qu'est la France. En fait, la France, c'est tout simplement la terre des Français. Et les Français sont un peuple celte, issu de la grande famille des Indo-Européens, qui ont subi d'un point de vue génétique et organisationnel une germanisation, une romanisation partielle, qui se fait ressentir dans leur développement politique et social tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on appelle France, c'est un écosystème global dans lequel vient s'entremêler plusieurs choses. Déjà, premièrement, la réalité géographique de notre pays, qui a façonné les Gaulois. En fait, un peuple, c'est toujours le fruit de son environnement. Par exemple, on ne retrouve pas naturellement de noir en Europe, tout simplement parce qu'une peau sombre peut plus difficilement absorber la vitamine D des rayons solaires, contrairement à une peau, des cheveux ou des yeux qui sont plutôt clairs, qui assimilent plus efficacement la vitamine D quand les rayons solaires sont rares. On est adapté à nos environnements naturels. Un noir n'est pas fait pour vivre en Europe. C'est pas une question de haine ou de xénophobie ou que sais-je. C'est une question juste, c'est un constat biologique. Et vous pourrez le remarquer si vous en avez dans votre entourage. Une personne qui a la peau sombre est plus sujette aux dépressions hivernales justement pour cette raison-là, puisque son organisme n'est pas fait pour vivre dans des endroits sombres où il manque de luminosité. C'est une question d'adaptation. L'espèce humaine a évolué différemment en fonction de l'habitat où il s'est trouvé. Oui, ils ont même les mains toutes sèches l'hiver. C'est assez amusant de serrer la main d'un black quand il fait très froid. Vous remarquerez que la main est toute dure, toute sèche. Enfin voilà. Et effectivement, nous sommes le fruit de la nature. On pourrait en parler comme ça. Ce serait une émission à part. Effectivement, les mollets. On pourrait parler des mollets. Par exemple, la différence des mollets entre les blancs et les noirs. Effectivement, les noirs ont des mollets qui sont plus fins, qui remontent plus haut, alors que nous, on a des mollets qui sont moins optimisés finalement que ceux des blacks. Et pour une raison très simple, c'est que ils dégagent ces mollets plus d'énergie, donc plus de chaleur. Et en fin de compte, des mollets qui dégagent plus de chaleur, ça fait des pieds qui gèlent moins l'hiver. Donc la sélection naturelle, elle s'est faite comme ça. C'est-à-dire que ceux qui avaient des mollets fins et hauts, eh bien, avaient les pieds qui gelaient, ils perdaient leurs pieds, donc ils mouraient, ils pouvaient pas se reproduire. Ça, c'est la nature. Bon, aujourd'hui, on a des chaussures, on a des industries, plus ou moins, peut-être plus pour très longtemps, mais on a su dompter partiellement la nature, en tout cas. Oui, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le peuple français est d'abord le fruit d'un environnement et d'un terroir, même, j'ai envie de dire. Et tous les peuples, tout à fait. La deuxième chose qui compose justement cet écosystème France, entre guillemets, c'est la réalité biologique du peuple français. Le peuple français a été façonné, comme tous les autres peuples de la planète d'ailleurs, par un environnement bien précis. Et donc, comme nous, on est à cheval entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, on est en plein carrefour de la civilisation européenne, où se croisent les cultures celtes, germaniques et latines. C'est la même chose d'un point de vue climatique et paysager. On a la chance en France d'habiter sur une terre exceptionnelle qui cumule pas moins de 5 climats et biomes terrestres, ce qui est unique en Europe, hors Russie. Donc nous avons à la fois un climat méditerranéen, semi-continental, dégradé, océanique, etc., ce qui nous offre une diversité climatique et paysagère inouïe. Et ça s'en ressent génétiquement. Les Français ont majoritairement les yeux bleus parce que c'est plus adapté pour voir de nuit.
puisque la nuit peut être très longue en France durant l'hiver, sont naturellement de peau claire, parce que c'est plus adapté au climat tempéré de la France, tout simplement, et ont des cheveux qui sont généralement châtains et beaucoup plus clairs à mesure qu'on s'avance dans le nord, avec une forte minorité de cheveux roux, notamment corrélés, quel hasard, à la présence de l'aplogroupe R1b. Donc on partage notamment la rousseur avec nos voisins anglais, écossais et irlandais. Et la rousseur est d'ailleurs typique de l'Europe de l'Ouest, puisqu'elle est bien moins présente à l'Est et au centre. Si vous allez en Allemagne, en Pologne ou dans les pays baltes, par exemple, on peut croiser beaucoup de blonds, mais on croise moins souvent des roux qu'en France ou en Angleterre. Et troisièmement, la réalité culturelle et religieuse du peuple français. L'esprit et la culture française dont on nous abreuve parfois pour définir ce qu'est la France ne sort pas de nulle part. C'est le produit d'une race, et en l'occurrence de la race française. Et si on retire les Français... Filiation, si vous avez un problème avec le mot race, filiation. Si on retire les Français, on n'aura plus de culture française. Donc la culture, elle est toujours le produit des hommes qui la fabriquent et qui sont eux-mêmes conditionnés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Par la nature. Oui, voilà, ça surgit pas ex nihilo. Donc c'est pour ça que l'assimilation me paraît limitée de ce point de vue-là. Donc la culture française trouve aussi, et par ailleurs, son parachèvement et son couronnement dans le christianisme qui, conformément à la pensée de saint Thomas d'Aquin, élève la nature sans la détruire. Donc la culture française se trouve sublimée par le christianisme et portée à son plus haut niveau de potentialité. Donc c'est pas exact de dire que la culture française se confond avec le christianisme, puisque le christianisme est une religion universelle qui n'appartient pas au peuple français. Mais le culte et la culture, il y a un lien quand même. Il y a un lien, mais on peut pas dire que le christianisme c'est la culture française. On peut pas réduire... Non, catholique. Parce que quand on va chez les protestants, typiquement quand on va chez les Allemands, les églises sont pas du tout faites pareil. L'architecture n'est pas la même, et ça se retrouve aujourd'hui même dans le design, dans le graphisme. On le voit. Je pense que c'est plus lié au Nord au fait que ce soit des peuples du Nord plutôt que lié au protestantisme en tant que tel. Je sais pas, c'est une question. Ils ont tendance à aseptiser, à structurer. Oui, tout à fait. Il faut que rien ne soit là par hasard. Oui, je pense qu'il y a à la fois une sobriété protestante, mais aussi une sobriété germanique aussi, je pense, qui est liée à ça, qui est moins présente peut-être en France. Et encore même, ça dépend où on va en Allemagne, puisqu'en Allemagne de l'Ouest, les églises sont quand même plus riches, de manière générale. Donc oui, il y a peut-être un lien, effectivement, mais on peut pas dire que la culture française est égale christianisme ou catholicisme. Et c'est même pas exact d'ailleurs de dire que le christianisme est un apport parmi tant d'autres à la culture française. Autrement, le christianisme serait comparable aux apports du romanisme, du celtisme et du germanisme. Ça reviendrait en fait à culturiser une religion. En fait, le christianisme, c'est bien plus que ça. Ça se situe à un autre niveau et ça rehausse toutes les potentialités et la noblesse des cultures qui l'épousent, donc dont la culture française qu'il a admirablement fécondée. Et justement, pour revenir sur les églises protestantes en Allemagne, justement, je pense que le protestantisme a accentué le côté peut-être sobre que peuvent avoir les Allemands. Et c'est là où on voit que la religion rehausse ou cristallise un trait de caractère plus qu'un autre. Oui, parce que moi, tu me montres une affiche entre un Allemand et un Français. Je sais qui l'a fait. Oui, c'est ça. Qui l'a fait. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Ouais. On le retrouve dans les églises. Cette émission est enregistrée en 2022. La France va très mal. Les Français aussi, l'Église aussi, d'ailleurs, tout est à l'image de cette époque. Tout le monde se demande si c'est pas fini, si c'est pas déjà trop tard. Je pense que nous avons encore une fois toutes les raisons d'espérer. Il y a de nombreux indicateurs qui nous montrent que nous allons droit à la révolution et nous espérons grandement pouvoir y contribuer à notre manière et nous serons là le moment venu. Merci NVV pour cette émission. Merci Hildegarde, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. À très bientôt et vive la France.